Commencer. Nous sommes donc dans la forêt de Ferrières, qui est marquée notamment donc, par le souvenir des Rothschild. Oui, c'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Et je suis en compagnie de Éric Dester et de Mireille Petit, qui va intervenir le cas échéant. Donc Éric Dester, vous êtes l'actuel responsable donc qu'on pourrait appeler de la structure Universite. C'est exact, c'est exact. Tant au niveau du fonctionnement du site que au niveau des activités pédagogiques. Je ne sais pas, Oui, c'est quoi le champ de votre... Oui, vous savez que... Et puis d'abord, vous pouvez peut-être c'est l'occasion de faire un peu le point Oui, sur l'origine de toute l'aventure universitaire. Puisque l'aventure universitaire, c'est pas moi, hein, à Oui, l'origine. C'est Fanchon Pradalier-Roy. Mais Voilà, vous en êtes le porte-flambeau. Voilà, j'en suis aujourd'hui le porte-flambeau, mais c'est une initiative de sa part qui a été lancée en 98. Donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, parce que ça fait 10 ans. C'est pratiquement un anniversaire. Et elle a investi dans une formule qui finalement a employé toute la technologie d'Internet, c'est toute la technologie de communication, permettant d'abolir d'une certaine façon les distances, puisque l'université proposait un ensemble de cours, d'échanges à toute la famille ou les personnes s'intéressant à l'astrologie par le biais d'Internet. Donc ça a été la mise en place d'un forum, ça a été la mise en place d'un certain nombre de cours visant d'une part l'initiation, mais aussi le perfectionnement de l'astrologie. Et cette formule a fonctionné très longtemps, grâce à son impulsion et à son soutien permanent, tout en étant à l'époque, si ma mémoire ne fait pas défaut, responsable de la collection astrologie aux éditions du Rocher. Ah oui, il y avait une synergie quelque part. Oui, je pense qu'elle n'a pas été tout de suite, si là encore, sous réserve de ce qu'elle peut confirmer ou invalider, mais je pense qu'elle n'était pas tout au début responsable de la collection astrologie du Rocher. C'est ensuite que cette seconde fonction a été assurée par ses soins, qui probablement d'ailleurs l'a maintenue dans l'édition, lui a permis ensuite de développer ce qu'elle développe aujourd'hui aux éditions Alphée. Mais je croyais au contraire que Fanchon Pradalier-Roy avait d'abord eu des responsabilités au Rocher avant de créer Universite. Je ne crois pas. Ah, mais parce qu'en 95, quand j'ai rencontré Madame Pradalier-Roy, elle était déjà... C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on m'avait d'ailleurs proposé de publier le guide des astrologues. Non, elle est liée au moins depuis le début des années 90. Alors, c'est au contraire dans la foulée de... C'est plutôt ensuite que ça... Mais alors, l'université, ils avaient aussi quelque sorte une... Ils publiaient beaucoup de choses, sur Internet. Il y avait des articles, il y avait par exemple les travaux de Robert Amadou, il y avait ils ont publié des cahiers même, je pense aussi. Alors les cahiers continuent. Il y avait trois types de publications sur l'université qui étaient qui étaient constituées par les cahiers, qui était une publication mensuelle ouverte à toute personne produisant des choses intéressantes sur l'astrologie. Il y avait les cahiers thématiques qui permettaient à quelqu'un d'exprimer son avis sur un sujet en profondeur. Et puis il y avait aussi cette volonté que Fanchon avait mise en place et qui me paraissait formidable, ce qu'on appelait les mercuriels, ce qu'on appelle toujours les mercuriels d'ailleurs, qui était un ensemble de publications spontanées venant des étudiants s'intéressant à l'astrologie et au travers de leur découverte de l'astrologie, décidant de s'exprimer sur un sujet avec spontanéité, pas forcément expérience. Je l'ai fait moi à l'époque. Une sorte de forum en quelque sorte. Oui, mais c'était un forum plus avancé, si vous voulez, où quelqu'un prenait le temps, tout en n'étant pas à plein temps dans l'astrologie, sur ses soirées, sur son temps libre, de s'intéresser, de faire un petit mémoire sur un sujet. Et ces publications sont toujours vivantes chez Universite, bien sûr. Alors, et là je ne me trompe pas, mais Fanchon Pradalier avait cette fibre, si vous voulez, de l'éducation nationale. Oui. Et elle a été professeure de mathématiques dans une période de son existence. Et elle avait ce don de transmettre, et elle a voulu effectivement transmettre l'astrologie
et l'ouvrir de façon très collective. Donc l'université avait cette vocation. Alors, on essaye de prolonger cette vocation sur le site aujourd'hui avec d'autres personnes qui prennent en charge différents cours et toujours par le biais d'Internet. Mais aujourd'hui, la formule a fait école, si je veux dire, c'est très bien d'ailleurs. D'une certaine façon, elle a rempli sa vocation, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui proposent non seulement, bien sûr, les consultations, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais elles proposent des cours sur Internet. Sur leur propre site. Sur leur propre site, à partir de leur propre expérience, ce qui leur permet de montrer qui ils sont, ce qui est très bien, et de proposer une initiation, une structuration ensuite, et de suivre les champs. Ce qui diffuse d'une certaine manière l'astrologie, et ça je pense que c'est un bien sûr. Il y a un jeu de mots sur université qui était amusant, donc c'est univers et université, il y a quelque chose de l'ordre de l'université, oui, entendu. Alors ça c'était vraiment, oui bien sûr. L'objectif de Fanchon-Pradalier-Roy était effectivement de fédérer en quelque sorte cette volonté de diffuser, de rediffuser l'astrologie d'une façon plus complète, en regroupant des gens qui étaient édifiés sur le sujet et qui étaient certainement disséminés, je pense, plus à l'époque qu'aujourd'hui. Parce que la famille astrologique, si je peux l'appeler comme ça, me semble parler plus fort, en tout cas. On peut se demander si, d'une certaine manière, justement, Fanchon-Pradalier-Roy, qui était éditrice, et qui connaissait donc, qui avait donc beaucoup de manuscrits qui arrivaient dans ses mains, quand elle ne pouvait pas publier quelqu'un, elle le repassait à l'université pour publier des manuscrits qui n'auraient peut-être pas pu faire l'objet d'une édition. En parler. Je pense que c'était peut-être. C'est comme ça qu'elle a peut-être recruté. Stratège encore que ça, parce que certaines personnes publiaient dans les cahiers d'université et publiaient au Rocher aussi à ce moment-là. Donc, enfin, ça a créé une sorte de dessin, de possibilité, de vivier. Oui, bien sûr. Voilà. Forcément, elle avait des gens qui, je sais pas, des gens comme Charles Ridou, par exemple, je sais pas, comment est-ce qu'il est rentré en contact avec Fanchon-Pradalier-Roy, peut-être parce qu'il a proposé un manuscrit, puis après on l'a utilisé pour autre chose, je ne sais pas, il y a créé un ensemble, une synergie, comme on disait. Robert Duirand est transfinancier, on était en relation avec elle. Ah oui, mais là, elle a publié, ils ont publié au Rocher, ils intervenaient sur les cahiers, ils ont écrit des cahiers thématiques aussi. Donc oui, il y a d'autres personnes qui effectivement. Il y avait, je pense, un jeu très productif. Dans le cadre de cette réunion de personnes pratiquant et connaissant l'astrologie, qui était très intéressant, qui a lancé quelque chose, je pense. Il y avait une équipe université. Oui, il y a une équipe université, bien sûr. Il y a une équipe université qui continue, mais certainement pas non plus cette équipe qui continue nécessairement dans les traces exactes ou dans le sillon exact de Fanchon-Pradalier-Roy, puisque d'autres cellules qui font la même chose se sont aussi mises en place dans l'intervalle et proposent des cours, proposent des consultations, proposent un ensemble de choses. Donc il nous faut, nous, maintenant, trouver, sur la base de cette formule, quelque chose qui prolonge la formule, mais qui n'en est pas forcément la prolongation à l'identique, si vous voulez. Alors donc, on va peut-être rentrer sur les questions de fond. Alors vous avez une certaine idée de l'astrologie à l'université, oui, spécialement chez Éric Dester, je ne sais pas, une idée que vous voulez promouvoir. Vous parliez de ce jeu de mots d'univers-site qui faisait allusion à l'université et donc à l'apprentissage, à la connaissance et au partage, surtout de la connaissance. C'est une chose qui avait été souvent employée par Fanchon en termes d'approche de la connaissance en astrologie, donc plus d'un partage que d'une distribution, de la connaissance, mais je crois qu'il y a vraiment un partage. Et ici sur Universite, oui, on a notre façon d'aborder l'astrologie, mais on entre sur un second jeu de mots qui est celui de l'universalité. Moi j'aime bien cette notion de... Je ne me sens pas désireux de développer une astrologie plus qu'une autre. Je ne pense pas qu'il y ait d'ailleurs une astrologie.
il y a les phases de l'astrologie. Je m'aperçois au travers de la pratique et au travers de ma recherche, de la compréhension et de la connaissance en astrologie, que chacun va pouvoir l'apercevoir d'une certaine manière. Alors je ne dis pas qu'on aura un avis différent sur la symbolique de Mars, de Vénus, de Jupiter, d'Uranus, etc. Mais malgré tout, on ne va pas en saisir la totalité de la symbolique. Et je pense que chaque démarche est d'une certaine manière respectable parce qu'elle offre une face de l'astrologie. Maintenant, j'ai ma façon de l'aborder, certes, mais dans le cadre de ce que l'universiste est en mesure de faire pour l'apprentissage, je ne veux certainement pas prendre parti. Je pense que dans la notion d'apprentissage de ce qu'est le mode de pensée astrologique, parce que pour moi c'est un mode de pensée, c'est pas une technique, c'est avant tout un mode de pensée symbolique. Je ne parle jamais de ces différentes familles astrologiques. Je les cite, je les évoque, mais je considère qu'un étudiant en astrologie, ou quelqu'un qui envisage d'étudier l'astrologie, doit aborder son astrologie à lui, son émotion, sa sensibilité, et ensuite, s'il le veut, il peut toujours aller vers l'astrologie traditionnelle, il peut toujours aller vers l'astrologie holistique, l'astrologie humaniste, l'astrologie conditionnaliste, mais par définition, je m'emploie à essayer de ne pas le qualifier ou me qualifier et le faire se qualifier ou la faire se qualifier dès le départ. Ça me paraît être une erreur magistrale. Donc ce que l'on essaie en tout cas de développer chez l'université, c'est plutôt l'universalité de la symbolique astrologique, mais certainement pas une astrologie en particulier. Donc il y a un socle, c'est cette fameuse idée du socle, oui, bien sûr. Sur lequel tout le monde serait plus ou moins supposé être d'accord. Oui, je suis à la fois respectueux par nature de l'astrologie traditionnelle. Je pense que ce dont nous disposons aujourd'hui comme connaissance, elle nous vient de celles et ceux, beaucoup de ceux, moins l'astrologue femme par le passé que la d'hommes, mais de ceux qui nous ont légué quelque chose, d'une certaine manière, de ce point de vue. Je pense que nous sommes détenteurs de ce qu'ils nous ont légué. Et en ceci, je pense que c'est très important, qu'il faut vraiment considérer. Et je pense aussi, sous l'autre aspect, que nous avons quelque chose à apporter. Il y a les transpersonnels, notamment. Je sais que c'est sujet à discussion pour beaucoup, mais en tout cas, on a quelque chose à redécouvrir d'une part, et à compléter d'autre part. Donc vous n'appartenez pas à la mouvance nécessairement Germaine Hollet, Rudyard Alors j'ai beaucoup de sympathie pour. Alors il est clair que Fanchon a beaucoup travaillé, Fanchon Pradaliero a beaucoup travaillé avec Germaine Hollet, qu'elle connaissait, et donc elle est dans la ligne de Germaine Hollet et de Charles Vouga. J'ai beaucoup de. La sensibilité de Charles Vouga me plaît énormément. Oui. Celle de Rudyard beaucoup moins, mais que je respecte évidemment, et qui est quelqu'un qui dans l'approche de l'astrologie me paraît incontournable, c'est évident, mais qui ne correspond pas à la sensibilité que je peux avoir de l'astrologie. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'approche de Charles Vouga qu'avec celle de Rudyard. Mais par contre, je suis très intéressé par l'approche de William Lilly, je suis très intéressé par l'approche qu'avait mise en évidence André Barbeau de l'incontournable, excusez-moi, son nom m'échappe à l'instant, mais qui était l'astrologue de Richelieu, Morin-Villefranche, bien sûr, que j'ai sur la suggestion littéraire d'André Barbeau lu aussi, pas toujours facile d'ailleurs, même si les choses qui aujourd'hui me paraissent devoir être redéployées, si on peut dire. Je pense qu'on ne peut pas les ignorer. C'est impossible de les ignorer. C'est nécessaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière plus précise ou plus développée l'intérêt, par exemple, de l'astrologie de Vouga? Qu'est-ce qui est si remarquable? L'astrologie de Charles Vouga, comme il l'évoque dans son ouvrage Une astrologie pour l'ère du Verseau, commence par une sorte de testament où il évoque René Guénon, notamment le symbolisme de la croix. Pour l'avoir lu, comme il l'explique clairement dans le début de son ouvrage, tout d'abord à
30 ans et avoir rejeté cet ouvrage ensuite pour ne rien comprendre, et puis l'avoir repris plus tard et expliquer et découvrir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de complet. Eh bien, en ceci, je le rejoins assez bien. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'astrologie qui est de l'ordre du sacré, qui est de l'ordre du central, si vous voulez. Et il y a un deuxième aspect qui me fait apprécier la démarche de Charles Vouga, qui dans l'une de ses conférences expliquait que quelqu'un qui pratiquerait l'astrologie sans avoir un embryon de foi, il lui suggérait de l'abandonner. Foi en quoi? Foi en l'astrologie ou en foi en Dieu? Non, oui, disons-le comme ça, foi en Dieu. Alors, oui, il y a une religiosité, oui, bien sûr, certainement dans toute la notion de ce lien qui évoque le terme religieux. Et je suis profondément d'accord avec ça. Je le ressens de cette manière. Je veux dire que si je ne sentais pas dans l'astrologie cette réalité religieuse, au sens religaré du terme, je pense que j'aurais abandonné pour ma part. Ça me paraît, pour ceux qui me concernent, tout à fait évident. Elle est un apprentissage de l'attention à ce qui nous entoure, à ce ventre universel dans lequel nous vivons, ce ventre dans lequel nous sommes finalement soit amenés à subir ou à admettre ou à comprendre les lois. Et alors, c'est évidemment, parler de Dieu de cette façon, ça me paraît évidemment très réducteur, mais c'est pour m'expliquer, bien sûr, sur cette réalité de ce qui, sur l'aspect qui me pousse ou qui nourrit l'astrologie chez moi. Et j'aurais du mal à imaginer de pouvoir maintenir mon intérêt pour le sujet s'il n'était pas motivé, s'il n'était pas soutenu par cette réalité-là. Et en ceci, je pense rejoindre Charles Vouga. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. C'est vrai que vous avez cité Ulili, qui est l'auteur d'une Christian Astrology. Oui. Alors, est-ce que vous pensez à une astrologie chrétienne, en quelque sorte? Ça m'ennuie de la qualifier comme ça, parce que je pense que ça relève de l'intime. Et je n'ai pas, pour ma part, à mettre en évidence ma propre démarche. C'est là où il me paraît c'est important d'évoquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, le fait de faire émerger quelque chose dans celui ou celle qui s'intéresse à l'astrologie, sans que ce soit à moi de le qualifier. Si quelqu'un veut pratiquer l'astrologie traditionnelle, il pratiquera l'astrologie traditionnelle, mais il a à l'égard de la symbolique une sensibilité. Je pense que la symbolique n'est pas un langage analytique comme celui de la langue que nous employons. C'est un langage bien différent, vous le savez comme moi, qui va aborder les choses dans leur globalité à différents degrés, avec cette mise en route presque automatique, presque spontanée de l'intuition, ce qui me paraît cette intuition centrale dans l'individu. Et le langage astrologique, la symbolique astrologique me paraît capable d'accéder à cet aspect central de l'individu, comme des choses en général. Et je pense que l'apprentissage de l'astrologie, il est celui-là, il est celui de cette symbolique qui n'est pas simplement un ensemble de grilles de lecture qu'on va appliquer de façon mécanique à un ensemble de thèmes, qu'ils soient individuels, qu'ils soient collectifs. Mais cette symbolique astrologique, elle va d'une part mettre en route une méthode, bien sûr, mais cette méthode va, à mon avis, à un moment donné, quitter l'astrologue pour être relayée par une intuition. Et cette intuition emploie la symbolique. Donc là, est-ce que alors justement, alors on bascule dans la question de l'enseignement de l'astrologie. Quand vous enseignez l'astrologie, oui, on va faire une petite parenthèse sur l'enseignement de l'astrologie. Mais il n'y a pas des cours en direct, en groupe Si, moi je pratique aussi bien les cours par correspondance, ce qui est à ses limites, bien sûr. Ce qui est formidable parce que ça abolit les distances, ça permet à des tas de personnes
de s'informer sur l'astrologie, mais il y a aussi des cours en présence, bien sûr. Mais alors, donc, moi j'ai toujours l'impression que on ne parle pas trop de ces questions d'intuition aux élèves en astrologie. On fait surtout passer l'idée justement d'une... Pas moi. Ah non, mais très bien, je me félicite, mais je n'imagine pas, je n'arrive pas très bien à comprendre à quel moment vous introduisez, vous dites, vous imaginez que vous asseyez à donner un cours d'interprétation ou de consultation, et alors vous dites, mais attendez, ça doit réveiller en vous une intuition qui va transcender le thème, qui va transcender votre rapport au thème. Vous arrivez à le dire, ça? Comment vous l'exprimez à vos disciples? Il n'y a pas, de moment particulier, il n'y a pas un cours numéro X qui est celui du moment où on va dire voilà. Enfin, c'est le moment où votre intuition va se dégager, va commencer à vivre, va commencer à sentir le fil de quelque chose. C'est une trame qui, aussi bien dans le domaine du cours par correspondance, du cours écrit, que du cours en présence, suit l'ensemble des cours, en tout cas initiation, et le stimule d'une certaine manière. Moi je dis toujours aux étudiants, aux gens qui... J'aime cette notion de disciple que j'aime un peu, parce que je me sens pas comme étant un gourou. Simplement vos élèves en fait. Mais voilà, j'ai reçu une connaissance de la part d'autres personnes, j'ai reçu une connaissance aussi parce que j'ai vu, parce que j'ai découvert moi-même, et j'essaie de le donner et de le partager. Mais je dis toujours aux gens qui souhaitent s'informer sur l'astrologie ou suivre un cours d'astrologie, que ce qui m'intéresse, c'est leur propre astrologie. Ah oui. C'est pas la mienne. C'est pas celle d'André Barbeau, c'est pas celle de Bertrand, c'est pas celle de... etc. La famille astrologique, c'est évident de faire une famille astrologique, c'est la leur. Chacun a son propre maître en fait. Oui. Et vous aidez chacun à développer son astrologie. Certaines personnes ne comprennent pas très bien. Alors j'en dis bien sûr que je vais leur expliquer comment les grilles sont vues en général, bien sûr. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'eux trouvent leur propre intuition astrologique, à partir des symboles. À partir des symboles sur lesquels on va travailler, bien sûr, sur la symbolique des signes, sur la symbolique des planètes. Et à partir de là, il va falloir que notre travail ensemble va constituer à faire émerger leur propre sensibilité, leur propre intuition. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau... chaque personne, en l'occurrence, si je vous entends bien, va développer son astrologie, mais aussi son intuition dans le sens de la captation des symboles astrologiques, mais il va aussi développer son intuition dans le cadre de la consultation. Bien sûr, ça c'est l'objectif. Alors il y a deux, ça aussi, ça existe aussi. Bien sûr. Peut-être que je vous ai mal compris tout à l'heure, c'est quand même l'intuition, c'était dans la consultation ou c'était dans l'appréhension même de l'astrologie Alors, à mon avis, il y a les deux. En tout cas, c'est la façon dont moi je l'aperçois. Et il y a... je pense qu'elles sont même liées. Si on n'a pas l'intuition de la symbolique, ou si la symbolique plutôt ne mène pas au chemin de l'intuition au fond de soi, au fond de l'individu, je pense que la consultation n'emploiera pas ce chemin-là. Et j'imagine, pour ma part, je ne vois pas les choses autrement, excusez-moi, je pense qu'à un moment donné, l'intuition prend le relais sur la part analytique de la pensée. Et disons quelque chose qui relève d'une autre dimension. Mais bon, là j'évoquais la notion d'initiation, de formation, mais effectivement, les deux sont liés, oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme tout à l'heure on parlait avant, on parlait de l'éveil de la parole, etc. Et en fin de compte, l'élève est confronté à un propos qui doit faire écho à une dimension intérieure. En fait. Oui, je le crois. Ça doit réveiller en lui un monde de symboles qu'on ne fait que lui faire passer comme cela pour réveiller quelque chose qui passerait du livresque à quelque chose qui serait intériorisé. Le livresque n'ayant que pour fonction de réveiller quelque chose. C'est ça. Je le crois profondément. Oui. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça fait maintenant
une dizaine d'années, j'ai moins d'années que beaucoup de personnes qui pratiquent l'astrologie. Mais j'ai été instruit, j'ai eu une première phase autodidacte, et puis j'ai rencontré Fanchon Pavalier, et elle a su évidemment respecter ça chez moi. Elle avait ses convictions. Alors c'est clair qu'elle travaillait sur le socle fourni par Germaine Hollet et Charles Vouga, bien évidemment, mais c'est un socle respectueux de cette part de l'individu. Et je l'ai très très bien vécu pour ma part. Et j'ai introduit dans le travail que je produisais à l'époque avec elle, ce travail d'apprentissage, des choses que je restitue aujourd'hui dans ce que j'offre à ceux qui souhaitent entrer dans cet apprentissage de l'astrologie. Elle a éminemment respecté, et je lui en sais gré, cette part de moi-même. Elle a su l'accueillir et la laisser se déployer sans m'obliger à la qualifier avant même de l'avoir pressentie au fond de moi. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je pense que ce que je peux faire de mieux, c'est de restituer ça pour les autres. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire chez l'Université. Et cette part intuitive, alors elle était peut-être prête chez moi en ce qui concerne la symbolique, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à l'ensemble des personnes, en respectant toujours leur culture, leur particularité, la forme de leur intuition, qui est tout à fait spécifique. Il y a un paradoxe, hein. De toute manière, il y a un paradoxe dans la mesure où je veux faire une énergie écologique. Vous avez, c'est-à-dire que paradoxal, il y a un paradoxe qui veut que effectivement vos élèves peuvent être séduits justement par votre discours, qui va justement les fasciner par son brio, et renoncer à chercher en eux-mêmes quelque chose d'autre. C'est toujours le même problème. Et le paradoxe, c'est que quand on réveille, c'est toujours la question de savoir si tout le monde doit être éveillé ou s'il y en a quelques-uns qui doivent s'éveiller et puis les autres qui doivent recevoir. Oui. Ah, je veux bien, c'est très gentil, ça va peut-être adoucir la gorge. Je crois que dans ce cas-là, il ne faut pas avoir la prétention de plaire à tout le monde. Moi, ce qui me semble sincère, ce qui va me permettre de donner une part de moi-même, ça va être cette approche-là. Je comprends par contre que cette approche puisse ne pas convenir à une quantité d'autres personnes. Et peut-être ce que proposent d'autres personnes en ce qui concerne l'approche de l'astrologie ira mieux pour certains. Maintenant, moi, je ne me vois pas, si vous voulez, asséner d'une façon très péremptoire, très doctrinale, des choses que je vais présenter comme étant des vérités incontournables, absolues. Ça, je pense que ça n'est pas, pour moi, mais ça n'est que ma vision des choses, la façon dont on doit aborder l'astrologie. Elle doit faire vivre quelque chose d'éminent au fond de l'individu, et ceux qui viennent vers nous et qui ont envie de rencontrer cette part d'eux-mêmes, alors peut-être seront-ils heureux avec nous pour un moment, pour un partage. Maintenant, de rentrer dans des grilles fermées, limitées, et comme vous le disiez, très doctrinales, ça ne m'intéresse pas. Mais il faudrait quand même distinguer sur l'exemple qu'on a pris tout à l'heure du langage, qui est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple, parce qu'effectivement, que nous naissions avec des facultés de parler, c'est une chose, on ne naît pas avec la connaissance du français ou de l'anglais. Et dans le cas de l'astrologie, il y a cette ambiguïté, parce que la question est de savoir quel est le bagage intérieur que nous avons. Est-ce que ça va jusqu'à la connaissance des 12 signes zodiacaux, de la connaissance des planètes, des aspects? Est-ce que déjà tout ça est en nous, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une sensibilité à certains signaux, ou à certaines configurations? Parce que c'est là toute la question en tout cas c'est ce point que je discute beaucoup, de savoir distinguer entre nos facultés et ce que nos facultés nous permettent de capter.
que nous avons en nous. Par exemple, bon, moi, un enfant va apprendre le français, il va apprendre une grammaire française, personne n'irait dire vous aviez le français en vous, ou je vais réveiller le français en vous. Il a les facultés de comprendre la langue française, il l'a parlé et il l'a maîtrisée, mais il ne l'a pas en lui. Alors dans le cas de l'astrologie, non mais justement, tu n'as pas bien suivi le débat, comme d'habitude. Dans le cas de l'astrologie, le débat est là. C'est-à-dire dans le cas de l'astrologie, c'est ce qui est à apprendre et ce qui est à éveiller. Et M. Dester a bien distingué les deux plans. Il ne s'agit pas uniquement d'apprendre quelque chose. Il s'agit d'avoir les capacités en soi-même d'apprendre. Et entre le mot capacité et bagage, il y a parfois une difficulté de distinguo, parce que est-ce que par exemple, bon, pour poser les questions clairement, Eric et Dester, est-ce que nous avons le zodiaque en nous? Est-ce que nous avons les planètes en nous, ou est-ce que nous avons simplement une faculté une fois que nous avons été éveillés, d'acquérir les connaissances qu'il faut? Je pourrais développer. Oui, je comprends. Parce qu'il ne faudrait peut-être pas aller trop loin, notamment il ne faudrait pas essayer d'entériner à tout prix une tradition astrologique qui elle-même, le risque je le vois là, qui elle-même pourrait faire problème, ou qui pourrait ne pas avoir été préservée correctement. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne va pas faire une sacralisation du savoir astrologique en laissant entendre que finalement nous l'avons en nous-mêmes et qu'il suffit d'entendre parler des signes zodiacaux pour les retrouver en nous-mêmes, ou il suffit d'entendre parler des planètes pour les retrouver en nous-mêmes, etc. Est-ce que ça n'est pas une façon de valider quelque part le socle astrologique dans ses grandes lignes en tout cas? Ou est-ce qu'il faut accepter une position un peu plus minimale en disant que ça réveille quelque chose de l'ordre du religieux ou du lien avec le cosmos, mais peut-être pas sous la formule aussi lourde que celle de la tradition astrologique, qui elle, c'est pas évident, elle va s'appuyer ensuite, qui n'est pas... C'est tout le problème de ce que nous avons en nous, déjà en tant que savoir, et les facultés que nous avons en nous pour capter des savoirs qui nous sont donnés de l'extérieur. C'est le problème de la... Donc, alors finalement, qu'est-ce que nous avons... Comment répondre à cette question de façon absolue? Je n'ai pas de réponse. Quelle est l'astrologie que nous sommes? Est-ce que nous réagissons à quelque chose que nous avons projeté? Ah oui. Ou est-ce que nous crions et formulons quelque chose qui est en nous? Moi, je n'ai pas de réponse. Mais j'aurais tendance, je le reconnais, à considérer, comme l'évoquait Charles Ducas, que pour ma part, il est clair que nous ne vivons pas sous influence planétaire. Je ne vois pas comment... bien sûr, le monde est un jeu d'interaction permanente. Ça, je crois qu'on peut dire ce genre de choses sans tomber en ridicule, mais de là à considérer que c'est l'influence magnétique, ou je ne sais de quel ordre, de Pluton sur nous, ou même de Saturne sur nous, pour ne rester que dans le septénaire, je peux difficilement y croire. Mais à ce moment-là, on arrive à un paradoxe. Par contre, mais pour aller dans le sens de votre question, plutôt pour essayer de formuler une réponse à votre question, Jacques, je dirais que là, je partage par contre le point de vue de Charles Ducas, qui consiste à considérer que le système solaire dont nous faisons partie est inscrit en nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sa rythmicité, ou sa cyclicité, ou ses cyclicités, ou sa rythmicité, je ne pense pas, même s'il n'existe pas, est inscrite en nous. Nous la sentons, elle est subconsciente, elle est présente jusque... Je pense souvent à cet aspect relatif à la mémoire. Beaucoup de scientifiques, de neurophysiologistes se posent la question de savoir où est le siège de la mémoire. On s'est aperçu lors de transplantation que la mémoire du donneur se trouvait être
mélangée parfois à celle du receveur. Il y a des choses extravagantes à ce niveau-là qui m'ont beaucoup interpellé quand j'en ai pris connaissance. Et donc notre corps est imprégné de tout ce que nous vivons. Et je crois que le siège de notre connaissance, de notre perception ne se situe pas uniquement dans notre tête, mais dans la totalité de notre corps, de nos cellules, de nos tissus, de ce qui nous fonde. Et nous faisons partie de ce rythme solaire avec ces différentes planètes. Et il est de cette manière inscrit en nous. Et nous le pressentons. Alors est-ce que nous n'avons pas projeté effectivement une symbolique qui est le cri de cette réalité, ou est-ce que nous nous sommes trompés? Ça, je n'ai pas de réponse. Mais ce que je peux dire, c'est que dans la pratique, dans le vécu de cette astrologie, de cette symbolique, je sens quelque chose vivre, quelque chose nous appeler. Lorsqu'on tire les fils, on a l'impression de sentir des réponses tout à fait patentes. Et c'est de cette façon que j'y réponds. Oui. Mais il y a ce qu'on pourrait appeler un phénomène d'intériorisation, parce que vous avez raison, enfin, je veux dire, effectivement, il y a un paradoxe, c'est en fin de compte, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'influence, ça veut dire qu'en fin de compte, quelque part, c'est tellement en nous qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur, puisque c'est déjà ancré en nous. Ce qui pose d'ailleurs le problème de savoir comment c'est ancré en nous, donc on n'en sort pas. D'où ça sort que cette présence en nous de cela. Alors soit effectivement c'est une très vieille influence qui se serait perpétuée, qui aurait perduré, et qui serait tellement en nous qu'on n'aurait même plus besoin de subir une influence extérieure, mais il a bien fallu qu'elle existe à un moment donné, à moins qu'on parle d'une sorte de code universel propre à tout ce qui existe dans l'univers, et donc nous serions porteurs au même titre que les astres. C'est une théorie qui circule aussi, mais il y a quand même des, je sais pas, moi c'est un débat actuellement qui me paraît tout à fait intéressant, c'est-à-dire distinguer les facultés que nous avons qui nous permettent d'aller dans le monde et de manger et de boire et de parler et de faire l'amour, je sais pas. Après tout, un homme qui apprend à développer sa vie sexuelle, il faut aussi qu'il trouve aussi les ressources en lui-même de le faire. Mais c'est quand même relativement simple. Si vous voulez, pour dire la vérité, la question c'est la complexité. Finalement. Je crois qu'un des grands problèmes dont l'astrologie souffre, enfin en tout cas qui interpelle, c'est sa complexité. Il me semble qu'il y a un seuil de complexité au-delà duquel il ne faudrait pas aller. C'est-à-dire, on peut admettre que, par exemple, on soit capable de parler, de prononcer des sons, on n'admet pas qu'on ait déjà la langue en nous-mêmes, alors qu'a priori, pourquoi pas? Parce que des gens qui sont nés en France depuis des millénaires ou des siècles pourraient aussi avoir la langue française dans leur bagage. Oui, oui, mais donc on n'en est pas là, voyez-vous, donc on n'en est pas là. On a une capacité ce qu'on appelle, on a une capacité à apprendre à apprendre. On dit ça comme ça. Oui, bien sûr. On sait apprendre à apprendre, mais on a surtout cette capacité à apprendre, à capter, et quelque part, ça veut bien dire aussi qu'on est quand même ouvert au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on reçoit de l'extérieur. Hein. Ce que soit notre monde intérieur qui nous permet de capter l'extérieur, oui, mais l'extérieur n'en existe pas moins. C'est une interface entre nous et le monde extérieur. On a une capacité de décodage qui implique malgré tout que tout ne soit pas déjà installé en nous-mêmes, mais que ce qui est installé en nous-mêmes, c'est peut-être l'essentiel. Mais la question est de savoir justement, on retombe à la question de savoir qu'est-ce qui est le cœur même de l'astrologie, qu'est-ce qui est le cœur même de notre équipement de l'astrologie, et qu'est-ce qui est périphérique, ou qu'est-ce qui est déclenché par des signaux. Apparemment, vous semblez refuser l'idée d'une sensibilité des êtres humains à des signaux cosmiques qui se produiraient de façon périodique dans le ciel. Parce que de deux choses l'une, ou bien cette rythmicité, elle est en nous, et donc on n'a pas besoin des planètes, puisque c'est la même chose.
ou bien nous avons une capacité à capter l'électricité, mais cette électricité, elle est quand même donnée, en tout cas, quelque part, quelque chose nous est donné de l'extérieur. On va faire une pause pour changer de cassette. Oui, sans problème. Vous voulez qu'on commence à fraîchir On peut même bouger si vous voulez, oui. Oui. Là, je commence à Si vous n'êtes pas, c'est pour vous. Moi, non, parce que je n'ai rien retenu, j'aimerais recommencer. Je trouve ça intéressant. Donc, je pense que chaque type d'approche a ses vertus, mais on ne peut pas dire que l'une est absolument meilleure que l'autre. Il y a des aspects très complémentaires. Et puis il y a une vertu qui me paraît cardinale dans cette histoire, c'est que ça réduit les distances pour toutes les personnes qui pourraient imaginer, espérer aborder l'astrologie, alors qu'ils n'étaient pas proches d'une métropole, et pouvaient donc par ce biais s'informer sur le sujet, commencer quelque chose, amorcer quelque chose. Et ça a été, à mon avis, une des vertus majeures de... oui, c'est sûr. Qui habite à la campagne ou dans une petite ville, effectivement, ne peut pas être en contact avec un astrologue d'un certain niveau, disons. Tout à fait. Donc ça permet d'être en contact avec des bons astrologues. Voilà, et Internet proposait offrait cette solution. Quand je me suis renseigné à l'époque, Oui, vous êtes enseigné, oui. voilà, donc c'était pas possible pour moi. Donc ce qui était proposé par l'université à l'époque, en 98, oui, c'est ça, me convenait parfaitement. C'était pratique, c'était Vous aviez des difficultés au niveau du déplacement? Oui, bien sûr, oui. Enfin, je bougeais beaucoup, mais il fallait donc que je perde le moins de temps possible en déplacement. Et pour moi, c'était à l'autre bout de Paris, c'était impossible. Donc ça a été une véritable solution. Malgré ma proximité de la région parisienne, c'est pas si simple. D'ailleurs, si on habite Lyon ou Nantes, ou Lille, Bordeaux, c'est plus facile de se déplacer, mais à Paris, le moindre kilomètre, d'ailleurs, on ne calcule pas en kilomètres, on calcule en temps sur la région parisienne. De Éric Dester. On voit là en haut un écran qui peut sortir. On a aussi une diapositive qui peut être envoyée. Donc c'est là qu'il reçoit. Et nous étions justement en train de parler du charme des cours par correspondance et du fait que finalement on rendait service à beaucoup de gens qui autrement n'auraient pas pu s'initier à l'astrologie. Alors la question qui se pose, moi je me souviens qu'en 1985, j'avais rencontré un certain monsieur Franceschi, Paul Franceschi, qui habitait à Agno, et qui avait mis en place un cours d'astrologie, à l'époque il n'y avait pas internet, mais un cours d'astrologie sur Minitel, je ne sais pas si c'était, enfin il y avait déjà Minitel, mais enfin un cours d'astrologie, oui, je pense que c'était sur Minitel, où mais où l'élève véritablement on profitait véritablement des capacités de l'informatique. C'est-à-dire, quand on répondait à une question, il y avait un déclic, enfin, il y avait des embranchements. Oui, c'était très interactif. Et ça fait quand même 23 ans de cela. Et on a l'impression que cette formule-là n'a pas vraiment fait souche. Et que malgré l'emballage maintenant informatisé, etc., le cours d'astrologie lui-même ne profite pas complètement de la dimension informatique au niveau des exercices. C'est pas aussi interactif que ça en fin de compte. Oui, alors vous évoquez la possibilité d'avoir un cours qui soit en quelque sorte préformaté informatiquement et qui l'amène. Est-ce que il y aurait par exemple des questions qui seraient posées, la personne répondrait. Une arborescence qui se déploie. Oui, il y a des arborescences successives qui seraient. C'est curieux que depuis 20 ans que cette méthode a été diffusée, enfin, si moins on l'a signalé, apparemment on n'avance pas beaucoup.
Bon, oui, Ce qui me fait quand même, qui me rend un peu perplexe, parce que je me dis, bon, tant qu'à faire, pourquoi ne pas avoir cette espèce de pédagogie justement interactive, on pose des questions, les gens répondent. Alors on a beaucoup développé l'interprétation, la consultation par informatique, mais par contre, parler d'un véritable... On ne peut pas parler aujourd'hui d'un enseignement informatique en fait. Non, Internet est un outil de communication. Oui, on va dire l'enseignement lui-même n'est pas vraiment rien. informatisé au sens, sauf sur un plan purement formel, de dire le contenu du cours reste quand même assez traditionnel, et même le fonctionnement du cours reste assez traditionnel, à part quelques petites fioritures, mais... Internet ne propose qu'un moyen de communication, Oui. Qu'un moyen de l'échange. Oui, mais ça pourrait être plus que ça. Bon, plus que ça. Oui, je sais pas. Oui. Alors là, on comparait déjà la situation du cours par correspondance au cours en présence, en comparant les vertus de chacune des deux formules. Je crois que, j'imagine assez mal un apprentissage informatisé pour aborder l'astrologie, mais je me trompe peut-être. Ceci dit, je ne vois pas. Je pense que pour faire quelque chose de la sorte, il faudrait y consacrer un temps non négligeable. Je vois peu de personnes capables de se lancer là-dedans pour l'instant. Alors, revenons alors à la question du compte. Tout à l'heure, on avait évoqué cette question complexe de jusqu'à quel point pouvait-on affirmer quelle partie de l'astrologie serait en quelque sorte notre bagage génétique, et quelle partie de l'astrologie serait plutôt de l'ordre d'un savoir livresque, qui aurait pu d'ailleurs subir toutes sortes d'avatars au cours des années et des siècles. Il y a une chose que... Entre l'astrologie éternelle et l'astrologie se perpétuant plus ou moins laborieusement à travers les textes. Il y a une chose qui m'a interpellé quand j'ai découvert toute cette richesse des symboles, et c'est ce qui m'attire probablement le plus dans cette découverte de l'astrologie. C'est cette structure du langage symbolique, mais jusqu'au graphisme, c'est-à-dire jusqu'à l'expression graphique du symbole. Parce que je crois qu'ils détiennent quelque chose. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la symbolique sous cet angle graphique, sous cet angle de la représentation, j'ai admis les symboles comme une vérité en elle-même. C'est seulement ensuite que je me suis rendu compte que les symboles avaient été élaborés tout doucement. C'était imposé tout doucement. J'ai reçu des documents, j'ai glané des documents où l'on voit précisément toute cette évolution de la symbolique, comment à travers les différentes époques. Et bien sûr, s'il y a une sorte de trame de fond, les symboles ont quand même pris des allures très différentes. Cette situation est bien marquée pour ce qui concerne les dernières planètes. Avec Pluton, si on choisit un logiciel, si quelqu'un achète un logiciel, il va trouver Pluton représenté d'une certaine manière, ou s'il achète un ouvrage d'astrologie, il va trouver Pluton représenté de la même manière. Puis s'il en achète un autre, il va trouver une autre représentation de Pluton, un autre logiciel, il va trouver une autre représentation de Pluton, Pluton est très etc. nombreuse. Et on s'aperçoit qu'il y a une quantité même pour importante. Uranus d'ailleurs. Oui, en bien Allemagne, sûr, on bien ne sûr. représente pas Uranus comme en France. De la même façon. Voilà. Alors, ce qu'on peut aussi considérer, c'est que pour les transpersonnels, par exemple, on a une sorte de dialectique qui est exprimée par plusieurs types de glyphes. Alors que plus on revient sur le septénaire, plus on a une sorte de stabilité de la représentation graphique et de la représentation donc, symbolique. Ce qui fait que les glyphes ont un caractère presque immuable, si vous voulez. On a l'impression que ce sont des choses en elles-mêmes, presque. Mais pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait. Alors, ce que vous entendez par les glyphes, en précisons bien, ce sont les dessins traditionnels permettant de représenter Jupiter ou Saturne. Tout à fait. Alors, le mot symbole prête un peu à confusion, parce qu'évidemment, on emploie le mot symbole à toutes sortes de niveaux. Mais oui. effectivement,
c'est C'est la vraiment représentation symbolique. c'est la représentation qu'on retrouve dans les éphémérides notamment. Tout à fait. Et que d'ailleurs que les astronomes ont utilisé longtemps. C'est Oui, pas bien uniquement sûr. réservé aux astrologues. Bien sûr. Alors effectivement, vous êtes considéré un petit peu comme celui qui a le plus travaillé, réfléchi sur la signification profonde et la valeur profonde de ces glyphes. Vous aviez donc notamment fait lors d'un séminaire, d'un colloque consacré à Jean Ménolé, Oui, c'est exact. Oui. à la Maison de l'Agriculture. Vous aviez fait un travail important qui avait impressionné les gens. Alors, c'était en 2004, ça fait donc Ça fait 4 ans, oui. Alors, est-ce que vous avez amélioré ou perfectionné votre exposé ou est-ce que vous l'avez remis en question Non, enfin oui, ça n'est pas resté, quelque chose de statique. Il a évolué. J'y ai trouvé des choses qui sont venues le compléter, notamment en ce qui concerne la fin de mon exposé, et plus précisément Saturne. Mais je pense que ça a surtout déclenché toute une réflexion plus globale sur l'ensemble des représentations graphiques, donc des glyphes, qui m'a poussé à réfléchir sur la base qui me semble être le Soleil. Et il y a tout un travail qui est en cours actuellement et que je continue à compléter sur la structure des symboles qui, j'espère, pourra me permettre de proposer quelque chose de plus complet que ce travail qui était principalement à l'époque orienté sur Jupiter et Saturne, qui avaient eux-mêmes développé tout un ensemble de réflexions sur les autres glyphes. Mais en regardant cette présentation et en regardant ce travail depuis quelques années, je me dis que ce n'est pas complet. Quelque chose d'autre peut amener, de plus fondamental, dans lequel s'insérerait effectivement ce qui avait été développé à l'époque encore une fois, principalement sur Jupiter et Saturne. Donc j'aimerais repartir de l'aspect solaire, qui me paraît fondamental. Oui, donc ces glyphes se décomposent donc en trois éléments, en trois facteurs. Le croissant, la croix, le disque. Tout à fait. Et vous pensez que c'est révélateur de la signification profonde des astres auxquels ils sont assignés? Oui, disons que ça a été le travail sur les glyphes planétaires justifiait également une réflexion sur la représentation graphique des signes. Oui. On ne peut pas imaginer que les signes aient été représentés simplement sur la base d'une intuition, sur un bord de table où on se soit dit tiens, le Verseau, on va le représenter comme ça, le Bélier, on va le représenter comme ça, et puis ce sera très bien. C'est inimaginable. Cette représentation graphique est le fruit de toute la symbolique qui les inspire et qui les contiennent. Et c'est en travaillant effectivement sur le glyphe des planètes, sur les glyphes planétaires, que tout doucement on continue à réfléchir sur les représentations graphiques des signes et qu'on s'aperçoit qu'elles contiennent elles-mêmes tout un langage, toute une signification. Julien Beleguel a travaillé sur ces questions de façon remarquable. En ceci, et sans probablement avoir son talent, je pense qu'il y a chez moi une caractéristique qui m'y prédispose. J'aime bien le dessin, j'aime bien le graphisme en général, et je pense que je sens la forme graphique. Et c'est sans doute l'un des aspects qui m'a fait pressentir ces choses-là au moment où j'ai travaillé avec Fanchon Palagardo. Mais malgré tout, alors donc vous dites que, parce que c'est vrai qu'on est plus prompt, on est plus enclin à accepter qu'il y ait une sorte de code sous-jacent au glyphe des planètes. Bien sûr, oui. Pour les questions des 12 glyphes zodiacaux, ça paraît plus hétéroclite.
Enfin, je veux dire, il n'y a pas la même, il n'y a pas ces fameux trois éléments, il n'y a pas, non. Vous avez trouvé quelque chose vous-même sur l'articulation des 12 glyphes zodiacaux? Je ne peux pas dire qu'il y ait une articulation, au sens d'un chemin, au sens du cheminement, si vous voulez, mais je ne peux pas faire sans rapprocher le glyphe du bélier, du glyphe du scorpion, et ne pas limiter la représentation de ce début de spirale que représente le bélier, de la continuité des spirales et de la sortie des spirales de l'existence que mentionne la flèche qui se trouve à la fin du scorpion. On y voit là presque même un découpage en 3/3 du zodiaque qui me paraît vraiment surprenant. Alors je ne suis pas le seul à avoir fait ce rapprochement, puisqu'on le trouve dans l'un des ouvrages de Julien Végel. Mais Végel, c'est écrit comment, excusez-moi? Pardon? Son nom s'écrit comment? Ah, c'est assez compliqué, c'est Behaeegel. H-E-L, je crois, mais je pourrais vous le confirmer. Mais c'est un monsieur qui pratiquait la peinture. Il y a un petit ouvrage qui est formidable de ce point de vue-là, que j'ai découvert d'ailleurs quasiment simultanément. Je pourrais vous confirmer l'édition, et qui reprend chacun des signes zodiacaux, qui ne s'applique pas aux planètes par contre. Lui, il s'est consacré véritablement à la représentation graphique de chacune des constellations, mais on y voit véritablement un langage. Il y a le glyphe du Capricorne m'a souvent questionné, et cette représentation de la queue du poisson, de la queue du dauphin et de la chair ne peut pas, dans le glyphe graphique, manquer de nous interpeller. Il y a véritablement un rappel dans l'un des glyphes du Capricorne, qui est celui qui pour moi... il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Mais pour moi, celui qui me semble le plus... celui qui me semble contenir le plus de sens, c'est celui qui se forme d'une sorte peut-être nous le dessiner, s'il vous plaît, Eric. Une sorte de V, si vous voulez. D'un V qui évoque la ligne droite, mais aussi la prise en compte du passé, de la base de la verticalité ici, qui introduit la ligne droite, donc qui est éminemment le fruit de la pensée, puisque la ligne droite est le fruit de l'imagination humaine. C'est une abstraction, ça n'existe pas dans l'univers, mais qui pour autant commence sur la base d'un rappel du signe du Cancer, avec une double boucle qui verticalise la boucle du Cancer que l'on représente traditionnellement comme ceci. Donc, le signe du Capricorne et le signe du Cancer étant sur l'axe vertical de la cardinale du zodiaque, on ne peut pas imaginer que cette boucle qui siège dans le signe du Capricorne ne soit pas un rappel du Cancer et de la verticalisation qu'il propose. Donc je pense qu'effectivement, les signes comme les planètes, si nous parlons du signe du Bélier, la plupart des gens voient dans le signe du Bélier, bien sûr, une évocation des cornes du Bélier. Tout le monde voit la tête de l'animal, toute sa capacité de se projeter en avant, toute sa représentation de la volonté. Mais pour ma part, j'y vois surtout dans ce signe l'entrée dans la première boucle de la spirale. C'est la naissance, c'est l'arrivée au monde. Donc on entre dans ces spires de la vie qui vont nous proposer un chemin, un destin, une expérience, un défi dont nous allons sortir. Il y a un début, il y a une fin. Or, il est quand même remarquable de comprendre, de constater que le signe du Bélier est représenté par une spirale, même si cette spirale ressemble à la tête de l'animal, que ce signe du Bélier a pour maître Mars, et que le second maître de Mars, qui est le signe du Scorpion, présente une représentation qui emploie 3 spirales et une flèche, dont on peut imaginer qu'elle préfigure la flèche du Sagittaire.
mais qui de toute évidence peut être rapproché du signe du Bélier, si vous voulez, comme première spirale, dont on peut rapprocher le signe du Scorpion dans un deuxième temps, avec le signe du Bélier ici, le signe du Scorpion qui prolonge les spirales et qui nous dit bien, vous allez sortir de cet espace de vie, de cet espace d'existence, de cet espace de défi à un moment donné. Vous allez y entrer et vous allez en sortir. Ce qui est assez intéressant, c'est que Mars, dans le premier cas, est en tant que maître du Bélier, par la naissance symbolise un acte, un geste. La naissance est un moment d'effort, d'énergie. Et d'une certaine façon, le Scorpion, qui symbolise aussi la maison 8, qui symbolise la mort d'une certaine manière, ou la mutation, bien sûr, des morts successives auxquelles nous nous exposons en vivant et en mourant en nous-mêmes, mais aussi, d'une certaine manière, la mort définitive. La cyclicité aussi. Et la cyclicité, bien sûr, oui, tout à fait. C'est aussi un acte, c'est aussi un moment de départ, quelque chose de l'énergie qui s'arrête. Et nous sortons. La flèche nous indique que nous sortons des spirales, nous sortons des cycles. Donc non, je ne peux pas croire que les symboles ne soient pas, les symboles, des signes, ne soient pas porteurs d'une certaine dialectique, d'une compréhension. Il en va, comme on vient de le voir rapidement, du Cancer, du Capricorne, du Bélier et du Scorpion, mais il en va tout autant du Poisson, de la Vierge, etc. Pour moi, il y a déjà un enseignement dans la représentation graphique. Le lion, comment ne pas imaginer que le lion qui a tout ce contenu symbolique relatif à la création, à la procréation, comment ne pas rapprocher ce symbole du lion de la réalité apparente du spermatozoïde, par exemple. Ouais, et pourtant, il a sa flagelle, alors on parle toujours, je trouve ça même un petit peu étonnant, parce que on parle toujours du fait que le cercle représente la crinière du lion, et cette espèce d'ondulation, la queue du lion. Alors moi j'ai beaucoup de mal à y retrouver l'animal. Alors à la limite dans le Bélier, je le retrouve très bien, dans le symbole du lion, je le retrouve peu. Alors j'y vois bien sûr le symbole solaire, puisque souvent le symbole du lion est ce cercle avec un point au centre auquel on adjoint une ondulation. Mais très sincèrement, je suis étonné d'ailleurs de ne lire nulle part que cette représentation ressemble à l'élément de fécondité, ou à l'élément de fécondation. Quoique ce n'est pas évidemment dans l'Antiquité. Alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui est troublant, qui est mystérieux, parce que le symbole était là. Alors je n'ai pas, pour ma part, d'éléments qui permettent de dater en quelque sorte l'instant où s'est imposé le glyphe, mais apparemment il est très antérieur à notre capacité à vérifier la forme du spermatozoïde. Or ici, on a pratiquement quelque chose qui nous évoque le spermatozoïde dans un cadre symbolique qui lui correspond parfaitement. Enfin, une petite parenthèse, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles planètes qui ont reçu des noms récemment, ou même depuis 200 ans? Enfin, je veux dire, c'est aussi une espèce de révélation constante, une sorte de révélation qui se perpétue à travers les astronomes, qui nous donne de nouvelles clés concernant le ciel. Enfin, comment vous vivez ça? Moi, je suis très extérieur à tout ça, mais je veux dire, comment vous vivez ces nouvelles assignations pour ces nouvelles planètes, et est-ce que ces nouvelles planètes ont leur raison d'être dans la tradition astrologique? Je sais qu'il y a eu des spéculations de Mme Hollet sur les domiciles des poissons, etc. Mais, oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours l'impression que les astrologues font un peu le grand écart entre d'un côté une tradition extrêmement ancienne et d'autre part une modernité qui les entraîne. Je ne sais pas, parce que si on évoque
moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'astrologie, mais la révolution copernicienne a existé. La vision ptolémaïque du zodiaque a été réformée. Puisque, comme on est passé d'une vision astronomique, en tout cas, différente de celle de nos ancêtres, nous avons maintenu un thème géocentrique, certes, mais on a quand même pris conscience de la réalité, d'une autre réalité de notre système. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas justement devant ce même défi? Il est différent. On est passé du septénaire à la conscience confirmée de l'existence de au moins 2 autres planètes, et puis d'une troisième éventuellement Pluton, dont on sait bien qu'il est contesté par une part des astronomes en tant que planète, et vu comme un objet transneptunien. Je pense que elle a été considérée comme planète. Moi, pour ma part, je l'accepte comme telle. Certes, elle dérange une organisation du zodiaque qui paraissait extraordinairement bien structurée, symboliquement comme astronomiquement. Moi, je le considère comme un défi. Mais par contre, je suis aussi très prudent dans l'approche qu'on peut en avoir. Et je considère qu'il serait dangereux de vouloir systématiquement considérer que Uranus est uniquement de telle nature, que Neptune l'est pour sa part d'une autre, mais exclusivement de celle-là, et puis que Pluton, enfin, est bloqué dans tel ou tel schéma. Je pense qu'on découvre cette nature des transpersonnels. Puis sommes-nous finalement si transpersonnels que ça, nous tous, aujourd'hui? Je pense à ce psychiatre célèbre, je crois que c'est M. Éphèse, qui a sorti un ouvrage dernièrement sur l'homo narcissus ou quelque chose comme ça, qui est l'occasion de l'évolution de notre monde contemporain et politique notamment, en mettant en évidence que nous étions obsédés par nous-mêmes et que le cadre politique de nos existences reflétait cette obsession de l'individualité. Je crois qu'on est loin, on est bien loin de vivre l'aspect collectif, commun, de la symbolique transpersonnelle que sont censés véhiculer Uranus, Neptune et Pluton. Donc c'est un défi, je pense qu'on en est au balbutiement, il va falloir les intégrer d'une certaine manière, mais au moins la réflexion est lancée, le débat est là, on commence à réfléchir, il y a un certain nombre de choses qui ont été posées, à voir. Mais c'est assez étonnant ce que vous dites. D'abord, premièrement, parce que nous vivons quand même dans un monde où il y a des comportements collectifs énormes. Quand on sait, par exemple, que ce matin j'écoutais les résultats de l'audimat, alors on nous dit qu'il y a 7 millions de gens qui ont vu le même programme sur TF1 de telle heure à telle heure. On vit dans une consommation, ce qu'on appelle les masses médias, les médias de masse. On est dans une société de consommation de masse, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a des problèmes collectifs au niveau financier, économique, militaire qui sont mondiaux. Donc je crois que la dimension collective, elle est quand même très puissante dans notre époque, comme d'ailleurs elle a peut-être toujours été. Mais je veux dire, effectivement, alors ce qui est assez étrange, c'est qu'effectivement, quand on rentre dans le milieu astrologique, et quand on entre dans le milieu des gens qui ont une demande d'astrologie, c'est vrai que souvent il s'agit de sauvegarder et d'affirmer leur individualité. Absolument. Mais c'est peut-être justement parce qu'ils ont l'impression, soit qu'ils sont aspirés par la masse, soit, une nouvelle hypothèse que j'ai développée récemment, qu'ils ont peur de ne pas en faire partie. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'être décalés, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont le sentiment d'être anormaux. Et donc, quelque part,
ils sont pas tellement en demande qu'on infirme leur anormalité, mais au contraire qu'on affirme qu'ils sont beaucoup plus normaux qu'ils ne pourraient croire. Oui, c'est étonnant parce que dès lors que l'on s'intéresse à l'astrologie, je pense qu'on sort, on sort d'un comportement ou d'un mode de réflexion habituel. Maintenant, vous parlez beaucoup de masse, Jacques, mais vous parlez de masse, donc de quantité. On a conscience de la quantité. Même quand on va voter, on sait très bien qu'on n'est pas tout seul à voter. Tel jour on vote. Nous sommes dans le règne de la statistique, donc de la quantité. Oui. Vous parlez beaucoup de masse, moi je préférerais parler de quantité. Oui. Et nous sommes, pour faire référence à René Guénon, dans ce règne de la quantité. Mais pas nécessairement dans l'évolution du degré individuel. Or, la transpersonnalité qui est criée, qui est revendiquée par ces fameuses nouvelles planètes, ne me semble pas encore tout à fait effectif ou se retrouver dans les faits. Elle est clamée probablement, elle est défendue, ou elle est proclamée. Elle est proclamée, ou préclamée. Il va falloir travailler sur cet aspect-là. Et je pense qu'on en est au balbutiement à ce niveau-là. Mais nous sommes encore dans ce règne de la quantité, dans ce règne de la conscience de masse, où l'individualité se revendique encore, mais participe-t-elle, cette individualité, véritablement au collectif? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Elle en prend conscience, elle l'intègre tout doucement, mais je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment dédiée en s'abandonnant, en se dissolvant dans le collectif. Je crois que tous les signes sont là pour prouver le contraire. Donc, il y a quelque chose qui se met en route tout doucement, sans doute. Mais alors, pour revenir à une question plus basique, effectivement, alors, qu'est-ce que l'astrologie apporte aux gens, alors finalement, qu'est-ce qu'ils en attendent? Ils en attendent quoi? Comment vous répondriez à cette question? Est-ce qu'ils attendent une sorte de thème astral qui va affirmer leur unicité? Est-ce qu'ils attendent d'être au contraire associés à un groupe, à une famille planétaire, une famille zodiacale? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des attentes extrêmement contradictoires par rapport à l'astrologie? Probablement, oui, probablement. Je ne sais pas, moi je considère que je reçois d'une certaine manière ceux qui sentent que je peux leur transmettre quelque chose. S'ils viennent vers nous, si je parle d'un point de vue collectif, c'est qu'ils sentent que nous pouvons leur transmettre une certaine approche de l'astrologie. Moi je considère que c'est un mode de pensée. C'est un mode de pensée qui nous place un peu en rupture avec le mode de pensée ambiant. Que l'astrologie fait surgir un certain nombre de valeurs qui sont différentes de celles qui sont habituellement, qui trament habituellement le schéma social. Donc je pense que dès l'instant où on s'intéresse à l'astrologie, on s'intéresse à une autre façon de voir l'individu que celle dont on a l'habitude de le voir dans notre schéma social. Je veux par là que si on fait l'astrologie, c'est qu'on entre déjà dans une forme de... On est un peu borderline, si vous voulez. Non pas qu'on soit des parias, non pas qu'on soit des gens très curieux, mais on commence à raisonner différemment. On commence à raisonner en étant attentif à son environnement, en étant attentif au ciel. On ne peut pas demander à quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie de simplement regarder ses papiers, de simplement lire quelques ouvrages, de réfléchir à la symbolique. On va lui demander d'observer le ciel, ce qu'on ne fait déjà plus dans nos villes, ou dans nos vies citadines. On vit, on travaille, on se déplace, mais on vit dans des bureaux, on vit dans des maisons, dans des appartements, on vit dans des transports en commun, et on oublie de regarder le ciel, de respirer les saisons. Donc déjà, s'intéresser à l'astrologie, c'est reprendre d'une certaine manière contact avec l'environnement naturel. C'est regarder la lune, c'est observer le ciel, c'est redevenir observateur des saisons. Donc, on change de mode de pensée. Tout notre mode de pensée humain vise à nous désolidariser
des nécessités naturelles. Nous sommes protégés médicalement, nous sommes protégés des intempéries, protégés des conditions climatiques que notre organisme ne supporte pas nécessairement. Donc, petit à petit, nous nous éloignons de ces réalités. Or, avant tout, pour moi, aborder l'astrologie, c'est déjà entrer en rupture avec le mode de pensée ambiant. C'est recommencer à être attentif au monde. C'est ensuite, si l'on devient attentif au monde, c'est commencer à réfléchir sur le rapport qu'on va établir avec ce monde. Si on réfléchit sur le rapport qu'on établit avec ce monde, qu'on recommence ou qu'on définit d'une autre manière, ou qu'on redéfinit d'une autre manière, c'est aussi être attentif à soi-même. Et donc, d'une certaine manière, c'est, pour me résumer, c'est être attentif au monde, c'est être attentif à soi-même, et c'est commencer à reconstruire un nouveau rapport. Donc, je pense que on entre dans un mode de pensée qui est différent de celui qu'on... Mais si on vous pose la question, Eric Dester, si on vous demande qu'est-ce qui justement dans le monde dans lequel nous vivons dépend de manière plus remarquable de l'astrologie, qu'est-ce que vous répondriez? Je n'ai pas compris votre question, Jacques. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans ce qui nous arrive dans la vie, dans ce qui se passe individuellement ou collectivement, qu'est-ce qui porte plus fortement la marque de l'astrologie? Ou bien est-ce que c'est plutôt un discours du genre tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive peut s'expliquer à travers la grille astrologique? Quelles sont les limites du champ de l'astrologie? Là, j'hésite je ne suis pas sûr de vous bien suivre sur ce plan-là, ou bien comprendre ce que vous voulez dire. On a l'impression qu'il y a deux options. Soit vous dites qu'après tout, on peut faire le thème de n'importe quoi à n'importe quel moment, et que ça fait sens au niveau astral, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Soit, au contraire, de dire qu'il y a des moments spécifiques où le poids de l'astrologie se fait sentir de manière plus forte. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'astrologie en dehors du fait qu'effectivement elle se réfère au ciel? Est-ce que c'est un savoir total, global sur le monde, ou est-ce qu'au contraire, qui passerait donc par les astres, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est un savoir qui mettrait en avant par exemple la notion de rythmicité, de cyclicité dans le monde, ce qui n'est quand même pas quelque chose qui est constamment là, mais qui revient, ce que j'appelle, d'après la nouvelle formule que je lance, c'est la formule du ciel discontinu. C'est-à-dire qu'il y aurait une présence discontinue du ciel pour certains et une présence continue, permanente du ciel pour d'autres. Vous faites partie des continuistes ou des discontinuistes au niveau de la La notion de discontinuité mythologique est intéressante, ça. C'est presque un débat philosophique. Mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai à m'aventurer dans cette considération-là. Peut-être que la vision est plus parcellaire que ça. Je pense qu'il y a une vision symbolique du monde, oui, que l'astrologie est un mode de pensée qui ouvre à cette perception symbolique du monde. Mais tout ferait sens au niveau de l'astrologie, en fait. Pardon ? Tout ce qui existe, tout ce qui se passe dans le monde, oui. ferait sens, ferait écho au niveau de l'astrologie. Oui, je pense, oui. La symbolique me paraît être une sorte de langage exploratoire de la réalité du monde. Oui. Je dis parfois que tout symbole a sa réalité et toute réalité est symbolique. Je n'aime pas trop faire cette comparaison parce que ça fait un peu pacotille, mais je trouve le premier film intitulé Matrix me paraît très intéressant. Bien sûr, je n'adhère pas à la vision informatique et chiffrée de la façon dont le personnage principal ou le protagoniste du film voit le monde, mais on voit le monde à travers des symboles informatiques.
Et il arrive finalement à percevoir le monde exclusivement à travers ces symboles informatiques, ces chiffres, ces défilements. Et bien je pense que l'astrologie est une approche du monde exactement comparable à ce scénario de film. On peut voir le monde de façon symbolique, on peut voir comment l'énergie martienne de cette manière, on peut voir la réalité des liens que représente Vénus de cette manière, parce que dès l'instant où nous naissons, nous entrons en liaison avec le monde. Donc Vénus est bien là, dès que nous naissons, elle est présente. La forme saturnienne est là, la croissance jupitérienne est présente, elle est présente dans toutes choses. Donc il y a vraiment une lecture symbolique du monde qu'offre l'astrologie. Je n'ai pas pour ma part la capacité d'embrasser la totalité de la symbolique astrologique. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Ce que je peux dire par contre, et ça je pense être clair sur ce point, c'est qu'on peut ouvrir les gens, les personnes qui saisissent ça, à cette symbolique-là. Après, c'est à eux de travailler. Il y a quelque chose qui se passe en eux, qui ne se passe pas, mais en tout cas, pour certains, l'approche de cette symbolique leur permet une lecture du monde différente de la façon dont ils ont l'habitude de l'aborder. Je vais faire une parenthèse concernant Alexander Ruperti. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, de lecture, oui. Parce que je ne sais pas comme ça, quel était son message à Ruperti? Parce que là, actuellement, on a mis sur Téléprovidence des enregistrements, des conférences qu'il a fait. On n'a pas eu le temps de les écouter. Oui. Alors, pas audio, mais alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas si son message est en phase avec celui des astrologues, ou si au contraire il prend le contre-pied. J'aimerais bien faire un petit sondage ici pour savoir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que Ruperti a voulu transmettre. Je ne peux pas vous le dire. Il y a trop longtemps que je l'ai lu, enfin j'ai lu l'un de ses ouvrages, pour ma part, mais je n'ai pas écouté ses conférences, donc je ne peux pas vous en parler. Voilà. J'aurais du mal à prendre position en tout cas. Oui. Et alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne vous sentiez pas très, très en phase avec Rudyard. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Je serais mal placé pour juger le travail de Rudyard. C'est un travail qui me paraît éminemment... c'est un travail fort, bien sûr, c'est un travail très intéressant, très philosophique, je trouve, mais qui ne me convient pas tout à fait. Vous savez, il y a... Comment dire ça de façon... diplomatique. Mesurée. Non, pas diplomatique, mais mesurée. Hein, je ne fais pas la stratégie. Mais il y a une réalité qui m'est intime et qui ne regarde que moi. Et il y a la réalité de mon discours qui est la part commune que je partage avec les autres. Donc je suis mesuré par rapport à cette part commune. Ce que je veux dire, c'est que Rudyard me semble... dans ce faisceau jungien de la psychologie des profondeurs ou de la psychanalyse, qui n'est pas mon chemin. Il est à la fois philosophique et dans cette approche psychologique du soi, de cette part centrale de l'individu. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui me gêne, et encore une fois, je garde toute réserve sur ce que je conçois intimement à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose qui me gêne toujours dans certaines démarches de la psychologie jungienne. Je pense notamment au dernier ouvrage, ou l'avant-dernier, je ne sais pas s'il en a sorti d'autres entre-temps, de Corneau, sur cette légende d'Isis et d'Osiris, où on tourne en permanence autour de la divinité sans la nommer. C'est qu'on va on parle du soi, on parle de cet aspect qu'on ne dénomme jamais comme divin, qui traverse l'individu, et on se garde bien de le nommer. J'ai trouvé ça dans l'ouvrage d'Éphèse sur l'Homo Narcissus, ou je ne sais plus s'il l'appelle comme ça, dans l'ouvrage qu'il a sorti dernièrement à propos de la sarcose obsessionnelle, qui est un très très bon ouvrage, et j'ai trouvé formidable. Et là aussi, on est à deux doigts d'arriver à
à parler du sacré, à parler du divin, et hop, on s'arrête, et on fait recul vers une sorte d'humanisme qui est édifié au degré de la divinité. Moi, ça n'est pas ma démarche. Et en ceci, je suis vraiment intéressé par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent, par le travail extraordinaire qu'ils ont fourni, mais je ne partage pas. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc vous n'êtes pas en faveur de l'astrologie humaniste, en fait? Dans la mesure où l'humanisme n'est pas une fin en soi, pour moi, oui. C'est-à-dire que vous ne voulez pas mettre l'homme au centre de Non. tout, au centre de Je pense que l'homme n'est pas au centre de tout. Oui. Et je ne suis pas pour l'humanisme. Mais ça, au moins, vous avez le courage de le dire, parce que beaucoup L'humanisme d'astrologues est- humanistes ne le sont pas vraiment non plus. Hein. Je ne sais pas. Voilà, ce n'est pas une déclaration de guerre contre l'astrologie. Non, mais je veux dire que parfois, on a l'impression Mais que c'est je- difficile d'être à la fois astrologue et humaniste, bien que les deux mots sont associés, puisque beaucoup d'astrologues imaginent que puisque je suis astrologue, ça veut dire que justement, l'homme est conditionné et déterminé, et au mieux, il partage quelque chose de l'ordre de l'universel, et donc, quelque part, il ne peut que se contenter de décrire, de prendre conscience de quelque chose qui est déjà là, ou qui même le précède. Et alors, ça me conduit à vous poser la question à laquelle vous répondrez ou pas, c'est-à-dire celle de savoir comment l'astrologie a émergé, comment le lien entre l'homme et les astres a-t-il toujours existé de toute éternité depuis le Big Bang, comment l'homme a découvert, a pris conscience de ce lien, enfin bon, toutes ces questions concernant la genèse de l'astrologie, la genèse du savoir astrologique. Qu'est-ce que vous en dites à vos élèves, s'ils vous posent la question? Je pense que nous avons besoin d'avoir toujours des réponses à des questions. C'est le propre de l'homme, c'est le propre de la connaissance, mais je ne sais pas si c'est toujours possible. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'astrologie, bien sûr sur d'autres domaines, on a tout le bagage et des éléments historiques qui nous permettent d'avoir des avis plus nets, mais sur l'astrologie, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et je me demande si on a le droit de réduire comme ça les choses. Elle faisait partie de la vie des hommes. Comme on parle des Babyloniens, comme on parle de cette époque d'il y a 5000 ans avant l'ère chrétienne, mais donc comment imaginer que cette façon de sentir le monde ait pu comme ça arriver tout d'un coup? Non, bien sûr, elle n'est pas arrivée comme ça, elle s'est imposée lentement et comme faisant partie de la pâte que constitue la culture des hommes, et les cultures des hommes, puisqu'il n'y a pas qu'une astrologie, il y en a plusieurs. C'est ce rapport au ciel constant, ce rapport naturel que nous, par contre, contemporains, doucement perdons, ou lentement perdons, que eux ne perdaient pas, et qu'ils considéraient constamment. Donc cette considération du ciel faisait partie de leur quotidien, de leur existence, de leur croyance, de leur science, de leur technique. Et tout ceci, c'est lentement élaboré, lentement construit, lentement observé, lentement rapproché de la réalité humaine. Je me vois mal parler du moment où l'astrologie a émergé, ou de la façon dont elle a émergé. Elle a émergé avec la réalité humaine, tout simplement, je crois. Je ne vois pas de réponse carrée, fermée, limitée à un sujet aussi vaste, je crois. Vous savez par exemple que pour que l'astrologie devienne planétaire, c'est-à-dire qu'elle accorde de l'importance aux planètes, il a fallu découvrir quand même que les planètes existaient et qu'elles n'étaient pas, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des étoiles comme les autres. En fait, il a fallu un certain niveau de connaissance astronomique pour que l'astrologie puisse se mettre en place. De toute façon, il y a déjà des contingences de connaissances qui sont irréfutables. Avec une vision globale du monde, c'est-à-dire qu'on ne dissociait pas les choses à ce moment-là. Aujourd'hui, comment nous séparons, notre société contemporaine est très vierge pour rester astrologue.
où tout semble devoir être décrit par un certain type de fonction, un certain type d'énergie dans notre société. Tout doit être classifié, organisé. Vous évoquiez le fait que les planètes avaient dû être identifiées, repérées, décrites. Oui, mais ça, tout s'est fait dans une vision d'ensemble du monde. La technique n'était pas dissociée du sens à ce moment-là. Nous dichotomions aujourd'hui les différents secteurs. On peut aujourd'hui raisonner scientifiquement sur un sujet, sans nécessairement considérer le sens de cette technique. Mais je voudrais revenir, il y a des a priori philosophiques ou théologiques chez vous. Par exemple, est-ce que l'astrologie est compatible avec le monothéisme? Parce que quelque part, la notion d'unité, elle n'est pas flagrante en astrologie, même si on peut parler d'univers. Il y a un univers cosmique qui est une totalité, mais il est tellement diversifié à travers ces différentes manifestations que est-ce qu'il est... J'ai cru comprendre que vous étiez quand même de culture chrétienne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui gêne, qui est en contradiction avec le monothéisme, c'est-à-dire l'idée d'une puissance centrale organisatrice qui est en quelque sorte indivisible et on a l'impression là d'être un peu dans la guerre de Troie, vous savez, où telle planète est du côté des uns, telle planète du côté des autres. Enfin, je veux dire, c'est... Ça, c'est intéressant. On a l'impression qu'il y a un côté très païen dans l'astrologie. Il y a différentes forces en présence, plus ou moins fortes à certains moments, faibles à d'autres moments. Mais enfin, je veux dire, il y a plusieurs instances. Et puis il y a d'autres dieux qui apparaissent, qui trouvent leur planète in extremis. Enfin, je ne sais pas, il y a un monde extrêmement polyplanétariste qui semble en contradiction avec le message d'Abraham, avec le message de la fin du polythéisme. Oui. Est-ce que vous conciliez un certain monothéisme qui fait partie de la culture judéo-chrétienne avec l'astrologie? Oui. Et comment vous y arrivez? Ça me paraît... Quelles sont les articulations qui vous permettent d'intégrer l'astrologie dans cette philosophie, dans cette religion monothéistique? Je veux pas être... je veux pas associer, si vous voulez, la notion de confession qui, encore une fois, me paraît spécifique à chacun, et être une question intime, mais pour répondre de façon générale avec le monothéisme, je pense que l'astrologie s'en accommode très très bien, oui, très très bien, parce que cette notion cette notion centrale est présente dans l'astrologie. Alors il y a quelque chose qui m'a profondément échappé, et il faut bien que je fasse autre chose. Mais pour moi, le symbole majeur de l'astrologie, le symbole qui détient tout, c'est quand même le soleil. Voilà, c'est ça. Et il est commun, il n'est pas seulement le fait de notre culture judéo-chrétienne, il est commun à la plupart des civilisations. Cette représentation du cercle et du point, elle n'est d'ailleurs pas exclusive à notre vision occidentale de l'astrologie. On retrouve ce symbole un peu partout. Or, pour moi, ce symbole, il est extraordinaire. Je crois que le glyphe du soleil, on l'oublie, parce que, bien sûr, on parle du signe solaire des gens, mais le symbole solaire, il est fondamental, il est le centre. Or, le centre, il ne peut, pour moi, être, si on le rapproche de cette question religieuse, il ne peut être que monothéiste, oui. Il est inconnaissable à la fois, mais il est celui qui anime, et il est celui d'où provient l'intuition. Et en périphérie, on va retrouver notre contact avec la réalité du monde, la perception, toute la zone de perception. Et je crois qu'à la limite, le glyphe du soleil, il dit déjà tout. Il parle de l'âme, il parle du corps,
Et il parle de l'esprit. L'esprit est au centre, on peut l'appeler autrement, on peut le dénominer comme on le veut, mais il est central. Et il est unique. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais je vais vous poser, parce que je voudrais qu'on fasse une petite séquence sur la question des rapports entre planètes et signes, sur les domiciles des planètes, etc. Parce qu'on a une petite enquête actuellement là-dessus, donc on va... D'ailleurs, notre ami Mireille Petit va en parler aussi, mais on va laisser de côté ce point-là. Mais passons à la question de la... question tout à fait dans le vent de la prévision, si vous voulez. Est-ce que... quelle est la bonne façon de penser la prévision en astrologie, d'après Éric Dester? Est-ce que l'astrologie a vocation à prévoir? Oui, moi je pense qu'elle a vocation à prévoir. Elle n'a pas que vocation à prévoir, mais ça fait partie... Elle a une légitimité à prévoir. Je pense que dès l'instant où la symbolique commence à avoir une vie, une existence réelle au fond d'un sujet qui pratique l'astrologie, elle ne peut pas ne pas lui permettre de sentir dans quel sens les choses vont évoluer. Ça me paraît inimaginable. Enfin, éliminer la notion de prévision de l'astrologie, même parce qu'on l'a vécu très très difficilement, on sent les traces d'une prévision bon marché, galvaudée sur les années antérieures qui a griffé ou qui a détruit l'astrologie. Bon, c'est une chose, mais dès l'instant où sérieusement on rentre dans le sujet de la symbolique astrologique, on ne peut pas nier qu'elle permet de prévoir. Et puis, il faut arrêter de... Moi, je trouve que c'est un faux débat. Enfin, l'homme passe son temps. L'homme, depuis qu'il est capable de penser, de concevoir le monde qui l'entoure, est constamment dans un acte prévisionnel. Que fait un médecin qui fait un diagnostic? Il fait un pronostic. Mais il fait un pronostic. Il a un ensemble de connaissances qu'il emploie sur la réalité du corps humain pour affirmer que telles choses vont se produire. Il le sait. Hein. Si il reçoit un fumeur qui fume, je ne sais pas, 40 cigarettes par jour, il lui est très très facile aujourd'hui de se dire cet homme ou cette femme aura les poumons silicosés dans tant d'années et risque statistiquement de mourir d'un cancer de telle manière. Bon, bref, il faut arrêter. Je crois que l'astrologie doit arrêter d'une part de se sentir mal à l'aise par rapport à cette notion de la prévision. Elle a été probablement mal travaillée, mal abordée, mal exercée peut-être, mais elle est prédictive, bien sûr qu'elle est prédictive. Je vais vous poser une question en tant qu'enseignant d'astrologie. Est-ce que vous donnez des exemples, ce qu'on appelle des thèmes d'exemple de personnages célèbres à étudier? Oui, est-ce que c'est un exercice auquel se prête votre école? Oui. Par exemple, thème de Pasteur, thème de Hitler, je ne sais pas qui, et puis montrer que quelque part, ce qu'on sait de lui était déjà en germe dans le thème de la personne. Parce que c'est un exercice qui je trouve un petit peu délicat. Enfin, oui, ce qui me paraît délicat dans ce genre d'exercice, on le fait, mais c'est pas chose courante, en tout cas pas en initiation. D'accord. Moi, en initiation, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un puisse établir un lien entre la symbolique et ce qu'il ressent. Mais la post-interprétation me gêne beaucoup. Oui. Parce qu'on va trouver 1000 raisons. On va toujours parvenir à interpréter. Ou alors inversement, on va vouloir à tout prix interpréter quelque chose qui n'aurait peut-être pas été prévisible. Oui, tout à fait. Parce que vous acceptez, je suppose, Éric Dester, qu'il y ait d'autres, bien que ce soit un peu ambigu dans votre propos, qu'il y ait d'autres paramètres que ceux de l'astrologie qui interviennent dans notre vie. Oui. Et qui peuvent éventuellement marquer parfois plus ce que nous sommes que l'astrologie. Et est-ce que par exemple, vous savez la fameuse question qu'on posait autrefois pour rectifier le thème natal, donnez-nous les événements importants, et puis on va voir on va caler le thème, quitte à corriger on ne vous a pas demandé si vous pratiquiez les révolutions et les directions primaires ou pas, mais enfin, je veux dire, il y a des méthodes qui permettent
Est-ce que ça vous paraît pertinent de chercher vraiment à comprendre la date du mariage de quelqu'un par l'astrologie, par exemple? Ou la date de la mort par l'astrologie? Est-ce qu'il y a des dates qui sont prédestinées, en quelque sorte, à concerner l'astrologie et sur laquelle l'astrologue devrait tabler pour s'assurer qu'il est dans le bon, qu'il est dans la bonne direction, et qu'il a le bon thème, en quelque sorte? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que vous voulez... Non, je veux dire que... Bon, vous partez du principe que tout s'éclaire par l'astrologie, donc forcément, si quelqu'un se marie un certain jour, on va faire le thème et ça va éclairer, quelque part, les potentialités du mariage. Sans doute, oui. Maintenant, il y a beaucoup de dates qui ne sont pas aussi mémorables que le mariage, et des gens qui ne se marient pas, qui ne peuvent pas dire à tel jour, à ce moment-là, on n'a pas la date. Bien sûr. Oui, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, Jacques, mais comment... moi, je vais vous dire, si je n'ai pas toutes les coordonnées d'un thème, je ne ferai pas ce thème. Oui. Est-ce que je dois le faire ou je ne travaillerai pas sur ce thème? Non, mais qu'est-ce que vous essayerez de corroborer par l'astrologie, en quelque sorte? Est-ce que s'il y a toujours des priorités, on essaie toujours de corroborer, même si vous êtes dans le continu, même si vous êtes dans la continuité de la présence astrale, il y a toujours une tentation de vouloir capter les faits saillants d'une vie. Les faits saillants. Non, je ne sais pas. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas à repérer les aspects les plus significatifs d'une existence pour m'assurer que tout va bien. Parce que vous parlez je ne cherche pas à me rassurer, je veux vous dire. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait à cet instant-là. J'ai une capacité de lecture qui est d'une certaine nature. Si ce rendez-vous a lieu, c'est qu'il doit avoir lieu. Et je dois dire que, humblement, je me contenterai d'apporter ma lecture. Jusqu'à présent, il ne s'est pas présenté de situation où ça se passait mal et où on me disait que ce que j'avançais sur ce qui allait plus se passer était mauvais, mais ou n'était pas du tout... Enfin, ça correspond à des dates. Le fameux mot des dates, oui. Ça correspond à des dates que la personne va décrypter, oui. Qui vont lui parler, et dont elle va se souvenir quelque part. Il m'arrive de parler de période, mais je ne vais certainement pas citer une date, parce que ça me demanderait un travail. Bon, je peux aussi faire progresser certains aspects du thème, c'est clair, c'est une technique que je connais. Ah oui. Mais bon, c'est un travail que je ne ferai pas systématiquement. J'en vois pas la nécessité. Elle est peut-être là, hein. Mon approche n'est peut-être pas forcément la meilleure, mais en tout cas, je n'en vois pas la nécessité. Il semblerait qu'il y ait une contradiction dans le fait que tout le monde on prévoit des choses qui sont assez cruciales.